Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Carton Vert. Aujourd'hui, je suis avec Val qui voulait nous parler de sponsoring sportif. Bon, avant ça, Val, t'avais quand même un petit fait marquant d'actualité dont tu veux nous parler. Ouais, salut Tom, salut à tous. Bon, je vais commencer cette chronique par un petit quiz. Est-ce que tu sais quel événement ayant débuté le 30 novembre dernier et durant jusqu'au 28 décembre prochain a lieu actuellement, Tom? Bon, je t'aurais dit peut-être les marchés de Noël de Boulogne-Billancourt, mais bon, vu que tu nous as tellement bien préparé cette relance, je vais te dire que c'est plutôt la COP28. Exactement, la 28e conférence des parties sur le changement climatique qui a lieu actuellement à Dubaï pour discuter des gigantesques enjeux qui se dressent face à nous depuis plusieurs années et pour les décennies à venir. Bon, tu l'auras constaté par toi-même, le choix du lieu de cette COP est déjà une première coïncidence en tant que telle quand on sait comment l'Émirat a construit sa richesse et son influence. Mais ce n'est rien par rapport à celui qui a été nommé président de celle-ci, le sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie de Dubaï et PDG de l'Abu Dhabi National Oil Company. Bon, évidemment, à la vue du CV de ce jeune homme, pas étonnant donc de voir que plus de 2500 lobbyistes des énergies fossiles ont reçu des accréditations pour ce sommet, et encore un chiffre qui serait largement minimisé puisqu'il ne comprendrait pas les lobbyistes d'autres secteurs polluants comme la finance ou l'agroalimentaire. Hubert Bonisseur de la Bade trouvait l'idée de chasser un nazi avec des juifs plutôt amusante. Je dois t'avouer que celle de chasser des écolos avec des pétroliers m'a doucement taquiné les zygomatiques. Franchement, très belle intro, Val, tu te dépasses à chaque fois. Mais je vois pas bien le lien avec notre cher Football Circus. Et ben, le lien est simple, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Le greenwashing, tu sais ce que c'est, Tom? C'est un procédé de marketing qui est utilisé pour se donner une image trompeuse de responsabilité écologique. Donc c'est évidemment le cas de cette COP28, mais c'est aussi le cas de bon nombre de clubs de football. Alors oui, en effet, certains clubs à travers l'Europe s'activent pour promouvoir des modèles un petit peu plus vertueux. Il y a évidemment l'exemple des Forest Green Rovers en quatrième division anglaise qu'on cite à tout va quand on évoque ces sujets-là. Mais on peut aussi citer des clubs comme le Betis Séville qui soutient à travers sa fondation des projets liés à la préservation de l'environnement. Ou en France, l'OL qui figure donc en tête d'un autre classement que celui de l'équipe la plus éclatée au sol de l'année, celui du club le plus éco-responsable de Ligue 1. Franchement, le lendemain de victoire, tu forces un peu là. Mais ça veut bien On est dire toujours quelque chose. 18e, hein. Ouais, on est toujours bien loin. Mais tu veux dire quoi par ce classement alors? Bah, ça veut dire qu'en termes de greenwashing, en fait, le club le moins mauvais cette saison, c'est l'OL de notre championnat. Alors notamment parce qu'il s'est engagé à réduire les plastiques à usage unique les jours de match et aussi parce qu'il a fait installer quelques petites ruches sur le toit de son stade. Il me semble que c'est pas la première année en plus qu'ils sont, bien classés Non, dans c'est ce pas la truc. première année, ça fait Ouais. quelques années déjà, ouais. Bon et c'est un bon début en tout cas. Bah oui, exactement. Grâce à ces investissements, l'OL et donc tous les autres clubs qui ont commencé à se préoccuper de ces questions-là sont passés du niveau 0 au niveau 1 de ce qui devrait être fait. C'est déjà pas mal, tu me diras. Le niveau 2 consisterait peut-être à se préoccuper sérieusement de la question des transports, alors que ce soit le transport de ces équipes professionnelles qui privilégient toujours autant l'avion, évidemment, on embrasse Christophe Galtier, ou le transport des fans vers le stade, où les clubs devraient travailler beaucoup plus conjointement avec les pouvoirs publics pour promouvoir des mobilités un petit peu plus douces. Mais aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Elles préfèrent plutôt se dédouaner du sujet en disant que c'est pas forcément leur responsabilité administrative. Bon, vu comment ça se passe quand je prends le bus pour aller au Vélodrome, je pense que je comprends un petit peu aussi pourquoi tu le fais. Oui, c'est vrai. Et le niveau 3, ça serait quoi? Bah, c'est un point qui va faire grincer des dents un petit peu parce que c'est un sujet, sur lequel les clubs de football ne semblent pas du tout prêts à prendre à bout de bras. C'est la question du sponsoring sportif. Alors dit comme ça semble pas être un enjeu si important et pourtant quand on s'intéresse de plus près aux entreprises qui financent les clubs de football et surtout les grands clubs européens, et ben, le constat est assez catastrophique. Bon, on parle toujours de chiffres dans le foot, va falloir que tu nous en prouves quelques-uns là, des chiffres. Ouais, je vais t'en donner quelques-uns. Alors en 2021, il y a le think tank New Weather Institute qui publiait un rapport sur le sponsoring et son impact environnemental dans plusieurs sports. Et on peut dire que le constat est assez terrible. Dans les 5 grands championnats européens, c'est pas moins de 36 clubs qui ont pour sponsor maillot une entreprise issue des industries automobiles, aéronautiques et pétrochimiques. Et là encore, ça ne comprend pas les industries financières ou de paris sportifs, dont les impacts environnementaux et sociaux ne sont évidemment pas négligeables. Oui, je suppose que ça ne concerne pas les petits clubs. Bah, en fait, c'est simple, si on prend le cas de la première ligue, qui représente évidemment le plus gros marché en termes de visibilité,
Tous les membres du top 6 traditionnel, donc les Liverpool, City, Manchester, Arsenal, Chelsea et Tottenham, eh ben, sont sponsorisés par des marques issues des industries polluantes. Si on veut, on peut même rajouter à ça le Real, l'Atlético, la Juve, le Milan, la Roma, le PSG, Lyon, Marseille, le Bayern ou le Borussia Dortmund. Autant te dire que si on voulait faire une super ligne du sponsoring dégueulasse, ce serait assez attractif. Si on enlève l'OL, évidemment. Mais évidemment. Mais oui, alors pourquoi devrait-on régulariser, voire légiférer sur cette question-là? Alors, il y a 2 arguments principaux. D'abord, le plus évident, on le sait, ces entreprises sont responsables d'une immense partie de la production de gaz à effet de serre, qui est responsable elle-même du dérèglement climatique et de la pollution de l'air. Bon, tout ça a évidemment des conséquences sur notre planète, les catastrophes naturelles, les problèmes de santé, la biodiversité, etc. Vous connaissez le discours. Mais tout ça a aussi un impact sur notre football. Évidemment, il y a la question de la santé des joueurs, qu'on a déjà plusieurs fois évoqué l'an passé au moment de la Coupe du Monde au Qatar, lorsqu'on les faisait jouer sous 37 degrés, et qu'on se pose d'ailleurs aussi souvent avec la canne. Mais il y a aussi la question des infrastructures, qui est évidemment sujette à tous ces bouleversements. Par exemple, en Angleterre, si on prend les stats des équipes des 4 premières divisions professionnelles, eh ben, près d'un quart d'eux seront sous les eaux d'ici 2050 si on continue à ce rythme-là. Alors les stades de Chelsea ou de Fulham à Londres, par exemple, mais il y a aussi celui de Cardiff City ou celui de Southampton. Pareil aux Pays-Bas où énormément de stades seront concernés. Alors on est un petit peu moins touché par ce sujet-là en France, mais il y a quand même des cas, notamment celui du Matmut Atlantique à Bordeaux. Donc voilà, faire la promotion de ces entreprises, c'est aussi accepter les conséquences de leurs activités. C'est quoi le deuxième argument alors? Alors c'est quelque chose qu'on évoque pas mal dans le COMEX, notamment avec JB Guégan, c'est la question du sportswashing, donc du lavage par le sport, si on traduit littéralement. Parce qu'il faut bien comprendre qu'évidemment, il y a des enjeux commerciaux à profiter de la visibilité d'un club de foot. C'est une forme de publicité qui permet de développer les ventes, trouver des nouveaux marchés ou profiter d'opportunités. Par exemple, quand Lyon a signé un partenariat avec Emirates, en plus de la visibilité que lui offre une 18e place de Ligue 1, ça a aussi permis d'ouvrir une ligne directe avec la ville de Dubaï. Donc voilà, il y a l'aspect commercial, mais il y a aussi la question de l'image de marque. Et c'est ça qu'on appelle le sportswashing? Exactement. En fait, ce type de partenariat, c'est surtout un moyen pour les marques de créer une image positive auprès du grand public. Alors, c'est un peu moins le cas pour les entreprises du secteur de l'automobile, où là, pour le coup, il y a des vrais objectifs de vente derrière, mais c'est surtout le cas des compagnies aériennes et pétrochimiques. Typiquement, je prends l'exemple d'Ineos qui a racheté l'OGC Nice et l'équipe de cyclisme Sky il y a quelques années et qui est donc en passe de racheter Manchester United aussi. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la production de produits chimiques et de dérivés pétroliers. Et ben, en investissement dans un club comme Nice, en mettant des gens compétents à des postes clés, en créant un vrai projet sportif, et ben, ils arrivent à créer une image de marque qui est positive auprès du public français. Pareil, quand ils investissent dans le cyclisme en 2018, ils investissent aussi dans un secteur qui est propre écologiquement. Alors, dans l'idée, évidemment, parce que dans les faits, le cyclisme n'est pas du tout un sport écologiquement, mais en tout cas, il y a une image derrière qui est positive. Et en plus de ça, ils investissent dans une activité sportive, donc qui veut dire aussi moins de problèmes de santé, etc. Donc spontanément, en fait, aujourd'hui, quand on pense à Ineos, notamment en France, on pense à des projets qui fonctionnent, donc que ce soit Nice ou l'équipe de cyclisme, et à du sport, plutôt qu'à des dérivés pétrochimiques qui impactent la planète. Donc globalement, ce qui en ressort, c'est une image positive. Et bah, c'est exactement ça qu'on appelle le sportswashing. Bon, on est tout aussi responsable de ça, hein. Quand on fait un épisode Potocaré sur Nice, on ne parle pas forcément des produits Exactement. chimiques. Bah, je comptais sur vous pour les défoncer, mais vous l'avez pas fait, donc Écoute, tu viendras la prochaine fois. Hem, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience quand même des acteurs du football sur ce sujet-là? Alors sur la question de la prise de conscience environnementale, ça vient petit à petit. Alors il y a des clubs anglais qui sont, assez précurseurs sur ce sujet-là évidemment, il faut toujours se tourner vers l'outre-Manche pour s'intéresser à ces sujets-là. Il y a des partenariats qui sont créés avec des associations ou des entreprises pour travailler sur leur impact carbone. À côté de ça, il y a aussi des clubs qui font passer des messages sur leur maillot ponctuellement et par exemple City avait fait aussi une vidéo dystopique il y a quelques années pour sensibiliser sur le sujet de l'eau. Donc il y a une prise de conscience générale, oui, mais on n'aborde quasiment jamais la question du sponsoring qui est pourtant centrale. Ouais, on pourrait penser à des joueurs aussi, hein, Bellerin notamment, j'ai ça en Évidemment. tête. Et au niveau des instances, par contre, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Alors là, pour le coup, il y a 2 cas concrets qui existent, qui sont assez intéressants. Il y a la FIFA qui, en 2002, avait fait pression et rompu un partenariat qu'elle avait avec une grosse entreprise de l'industrie de tabac coréenne, qui voulait se servir notamment de la coupe du monde pour décupler ses ventes. La FIFA avait donc rompu ce partenariat et avait même reçu le prix de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, pour cette action. Et la même année, deuxième exemple, quelques mois plus tôt, et la même année, deuxième exemple, il y a la FA anglaise, notamment sous la pression de David Beckham, qui avait fait interdire à la marque de cigarettes Dunhill
l'utilisation d'images de footballeurs pour promouvoir ces produits, donc en l'occurrence des cigarettes. Donc voilà, il y a ces deux cas qui existent, mais il faut aussi les recontextualiser puisqu'ils arrivaient notamment dans un contexte beaucoup plus large où tous les pays européens légiféraient sur la question du tabac à ce moment-là et où il y avait une sorte d'unanimité sur l'impact négatif de la cigarette. Donc c'était pas forcément spontané, mais plutôt en réponse à des politiques publiques. Ouais, parce que quand on parle d'écologie aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait ça, donc forcément pas un exemple Ouais. qu'on pourrait s'inspirer aujourd'hui. Non, c'est pas vraiment un exemple dont on pourrait s'inspirer, c'est des cas différents. Par contre, à l'image de ce qu'avait fait Beckham avec les cigarettes, on pourrait s'inspirer de ce qu'a fait Kylian Mbappé avec les sponsors de l'équipe de France. Là encore, il s'était positionné sur un sujet entre guillemets «facile» pour améliorer son image, parce qu'évidemment personne n'allait reprocher à Kylian Mbappé de lutter contre la malbouffe, mais en tout cas, il a eu la présence d'esprit de le faire. Évidemment, il s'est pas positionné sur des sujets un petit peu plus touchy comme l'environnement, notamment par exemple en s'attaquant aux sponsors du club qu'il rémunère. Mais en tout cas, c'est la preuve que les joueurs, comme les clubs ou les instances, ont le pouvoir et l'influence pour faire bouger les lignes. C'est vrai que Kylian au McDo des Champs-Élysées, on a du mal à l'imaginer. Mais est-ce que tu as des exemples de ce type qui pourraient avoir fonctionné dans d'autres secteurs d'activité? Ouais, dans le monde de l'art, il y a une organisation anglaise nommée Culture Unstained qui milite pour mettre fin au sponsoring de la culture par les entreprises des énergies fossiles. Et notamment grâce à plusieurs campagnes, ils ont réussi à rompre les partenariats entre le géant pétrolier BP et plusieurs sites culturels anglais comme la Tate Modern, le British Museum ou la Royal Shakespeare Company. Comme quoi, quand on veut, on peut. On peut, absolument. Et bah, écoute, c'est un très beau message que tu essaies de nous faire passer ici. Nos auditeurs de 11e art, les auditeurs pourront écouter plein d'autres sujets très intéressants, plus liés au football, on va dire, notamment avec un épisode d'Avec D'ici qui sort dès cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter tous nos podcasts. À très vite. Ciao.